Après, c'était un panier. Après, ça a été des fleurs. Les faïenceries de Varage, situées dans le Var en Provence, ont vu le jour au début du XVIIe siècle, vers 1695, date à laquelle Étienne Armand donne naissance à la première faïencerie locale, implantée dans un ancien four familial. À cette époque, plusieurs familles de potiers s'y installent, attirées par la qualité de l'argile locale des lots en abondance. Rapidement, Varage devient un centre important de production de faïence, rivalisant avec Moustier. Les ateliers produisent des pièces utilitaires et décoratives, souvent ornées de décors floraux et inspirées du style italien. Au XVIIIe et XIXe siècle, la faïence de Varage connaît un essor considérable, exportée à travers la France et au-delà. Vers 1850 à 1880, le nombre de faïenceries atteint son sommet, avec jusqu'à 13 établissements. Vers 1910, André Bruneau, dans son usine nommée Le Pavillon, installe un broyeur et dynamo. Il éclaire ses bâtiments et modernise la production. En 1927, André Bruneau s'associe avec Georges Foubert pour bâtir une nouvelle usine équipée de 2 fours, biscuits et émail. Cela marque une transition vers une production industrielle plus importante. Ici, c'était Jean Foubert et en bas, c'était René Bruneau. Moi, à mon époque, je suis rentré avec le grand-père Foubert, avec Georges Foubert. Après, ça a été son fils Jeannot qui a pris le relais. Puis, j'ai fini avec Denis, avec le fils de Jeannot. Il y avait même la Verdière, Taverne, Bru. Il y avait des gens de Barjol. Il y avait des gens de tous les alentours qui venaient travailler. Moi, quand j'ai commencé à travailler, il y en avait 4. Il y avait Bouteuil, Inodi, Bruno et Foubert. Il a passé un moment, on était entre 80 et 100 dans les 2 usines. C'était quand même... C'était important. J'ai commencé jeune, puisque j'avais quand même 17 ans et demi quand je suis rentré à l'usine Bruno. À l'époque, quand on quittait l'école, notre premier boulot, c'était pour tout le monde ici, ça a été l'usine de Varage. J'avais 16 ans à la sortie de l'école, je n'avais aucune formation. En 1960, Georges Foubert vend son usine à Antoine Delprete. En 1963, Jean Foubert devient directeur. Et quand je suis venu, M. Foubert m'a placé là, et c'est grâce à M. Lachenot, le contremaître, enfin, qui joue le rôle de contremaître d'usine, qui m'a tout appris, la tradition du moule. Le style campagne ou pain brûlé, émail brun orangé, estampillé ADP à ratif provençal, voit le jour. Ça s'appelait rusticana. C'était joli comme assiette, hein, très joli. Chaque usine avait ses décors à eux. Et puis après, c'est devenu multicolore. On a travaillé aussi pour des boîtes comme Geneviève Laitue, qui voulait des assiettes spéciales, jaunes, avec des cerises ou des fraises sur les bords. Là, ce sont les assiettes Moustier. Les cromos étaient posés sur de l'émail cuit. Et les filets autour étaient faits à la main. Et c'était après repassé au four. Donc les assiettes émaillées étaient passées 2 fois. Le chromo, c'est des calcomanies, si vous voulez, qu'on posait sur une assiette qui était déjà émaillée et cuite. La peinture se fait sur le biscuit. On émaille, ça cuit et ça ressort comme vous voyez là. J'ai fait l'époussetage, j'ai fait l'émaillage, j'ai fait l'encasetage, j'ai fait l'emballage, après j'ai fait les filets. Après, je suis montée à l'étage et là, j'ai travaillé sur du cru. C'est-à-dire, je finissais les assiettes en cru. Je les raclais, je les épongeais. La finition, quoi. Je faisais la finition de l'assiette, que ce soit ça, ou le coulage, ou voilà. Là, c'était mon atelier de coulage ici. Là, il y avait un cylindre de barbotine. La barbotine, c'est de l'argile liquide. Voilà, au lieu de la presser, on la coule dans des moules. Et après, on vide les moules. Il reste une pellicule qui est à peu près de 3 ou 4 mm. Et on fait des pichets, des bols, les plats à baptême, les canards. Tout ça, c'était mon boulot après quand je suis monté là-haut. Là, il y avait l'atelier. Et là, tu avais le début des fours. Voilà.
Là, on mettait les assiettes ici en argile. Elles ressortaient un biscuit cuit au fond. Cuite, pardon, au fond là-bas. Et nous, avec un couteau, on avait un petit couteau, on enlevait cette bavure, c'est-à-dire là-dessus, là, et après avec une éponge on finissait. Une éponge pas trempée, humide, une éponge humide et on finissait comme ça. Et après, ça allait partir en cuisson. Un biscuit, et voilà. Ah mais là, le biscuit, se le faisaient eux aussi, parce que chaque cuisine se faisait son biscuit. Hein. À l'époque, même Foubert, même Inardi, même Bouteille, ils se faisaient tous leur biscuit. Hein. Tandis qu'après, non, mais après d'une usine, ça allait à l'autre. Ici, ils fabriquaient les tasses à café, les bols, voilà, et ils avaient leur presse et tout. Là, ici, avant, il y avait des machines, les premières machines qui fabriquaient les assiettes avec des rollers. C'est-à-dire qu'il y avait une étuve, il y avait une personne devant, elle avait 2 rollers, elle mettait les pattes sur les moules, les rollers ils descendaient, ça faisait l'assiette, il les prenait, il se tournait, il les mettait dans les tubes, et derrière il y avait une personne qui démoulait, qui les empilait. Ah oui, on travaillait à plus de 40. On travaillait à plus de 40. Il y avait... Des fois, la machine se brouillait avec les épaules, se brouillait soi-même. Ça brouillait sur l'eau. Ça brouillait, ça se brouillait. C'était très, très, très. Ça, c'est Brincey, il y avait la machine C'est pour ça que je... à ramequin, il y avait la machine à bol, il y avait la machine au plat, il y avait une machine à soucoupe, il y avait la machine à saladier. Rien que Machine dans... à anse. Il y avait la machine qui faisait les anses de tasse. Les anses de tasse, il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Moi, j'étais à la presse de l'autre côté, j'avais le bruit des... Je sais pas comment ça s'appelle, des cylindres. Ça faisait quand ils se mettaient en route, ces cylindres. Ça faisait un bruit. Du bruit, il y avait du bruit. Et du bruit et de la chaleur. L'hiver, on était bien. Hein. Là, on était bien, parce que quand tout marchait, on était bien. Mais l'été, c'était infernal. Avec M. Foubert, Jean, très bonne relation. Très sévère, hein, il ne nous manquait pas, mais en contrepartie, c'était quelqu'un de très droit, de très bien. Ça nous a appris à travailler, ça nous a appris à respecter. Après, c'était déjà des patrons exemplaires, magnifiques. Hein. Moi, je sais que j'ai pas à m'en plaindre. Je suis commencé par l'emballage, après j'ai travaillé avec Jobert sur les moules, et après j'ai travaillé, quand Réna il est parti, il m'a donné le poste au coulage, à la barbotine. Ici, il y avait la dernière acquisition de l'usine. Et c'est une machine qui venait d'Italie. Il avait fallu longtemps pour la monter et surtout pour la mettre au point. On faisait la fabrication industrielle d'assiettes à la chaîne, quoi. C'était vraiment la chaîne. Au début, on a commencé à sortir ces assiettes très simples d'un service de table, des assiettes très simples. Et puis petit à petit, on est venu, par la demande, surtout de l'Allemagne, à produire des assiettes à fondu de toutes sortes. Après, tu avais un séchoir, et derrière, tu avais la sortie d'assiettes qui... Voilà. Et, à l'époque, on était avec mon frère Franck et Jean-Marc Pégou, on faisait partie de... Il y avait 3 équipes, on faisait les 3-8. Il y a eu pendant peut-être au moins 6 mois qu'on n'arrivait pas à les sortir, elles le cassaient toutes. Elles cassaient toutes ces assiettes à la sortie. Et puis, petit à petit, en touchant un peu à ci, un peu à ça, ci et là, on était arrivé à les produire, comme on dit, les doigts dans le nez. Ça commençait par le modeleur, qui faisait un modèle que le patron lui avait imposé ou qu'il voulait fabriquer. Au tour, il avait 2 tours là-bas, un horizontal et un vertical. Il faisait le modèle. Il sortait un moule mère. Et après, nous, on fabriquait les moules. C'est-à-dire qu'avec du plâtre, dans des moules, on versait le plâtre, le prestia à l'époque, c'est du prestia dur, extra dur. Et quand ça... Après, quand un séchant, ça faisait la forme de l'assiette, soit de l'assiette, soit du plat, soit ce qu'on voulait, quoi. On faisait un bloc de plâtre. On fait un rond comme ça, on égalise dessus, les bords. Et moi, je mettais le plâtre
à l'intérieur pour sortir des moules. Il fallait en faire 600 pour faire un jeu complet. Ah ben tout était fait à Saint-Jean, parce que chaque cuisine faisait sa production elle-même. 1962, fermeture de la faïencerie Inaudi et 1968 celle de Bouteuil. En 1973, les usines Bruno et Foubert sont acquises par Delprêt SA et regroupées sous le nom Manufacture des Lauriers. Elles ferment en 2006. Quand Saint-Jean a fermé, on nous a mis à Bruno. Parce que les deux usines elles faisaient chacune sa production de terre, de faïence, de biscuits et tout. Ils faisaient tout dans la même usine. Et en faisant la fusion des deux usines, celle de Bruno, elle a fait plus que l'émaillage, les décors, et l'usine Foubert, elle a fait la production, c'est-à-dire on recevait toutes les semaines, on recevait des camions de terre qui venaient de près de Paris, tout ça. On faisait la composition, on faisait la matière première pour faire toutes les pièces d'un service de vaisselle. À l'époque, on faisait rentrer la terre par ici. La terre, elle arrivait de Provins, par camion. Des camions qui portaient 27 tonnes de terre. Et il en venait un pratiquement toutes les semaines. Là, M. Jugialin, avec son Clark, mettait dans des gros malaxeurs, avec de l'eau, qui faisait l'argile liquide, qui passait ensuite dans des gros tamis, qui faisait des galettes où il enlevait l'eau, quoi. Il restait la pâte. De cette pâte, dessous, il y a une machine qui formait des ballots d'environ 25-30 kilos. Et après, en bas, tu avais la fabrication des ballots. On appelle ça les ballots d'argile, qui était la matière première pour faire tout ce qui était assiettes, bols et autres fabrications pour l'usine de Varage. De là, les fabricants d'assiettes qui étaient ici, la prenaient, la coupaient en tranches avec une vis sans fin et un fil, et de là, plaquaient sur le moule et faisaient leur assiette. Les assiettes sorties là, étaient barbées. Et c'était empilé et ça passait une première fois au four. C'était des fours continus qui marchaient jour et nuit, à 2 tunnels. Arrivé au bout du tunnel, eh bien, l'assiette était en biscuit, ce qu'on appelle. Et ici, on fabriquait le biscuit. Elle était blanche, c'était dur. Ensuite, une fois retouché, ce biscuit était émaillé. À l'époque, on avait une pince à trois becs. On met l'assiette dedans et on trempe dans le tian. Et après, on l'a tourné comme ça. Moi, quand je suis rentrée, on émaillait à la main. Maintenant, ils avaient la machine à émailler. C'était pas pareil. Il ne faut pas croire, parce que l'émaillage comme ça, c'était pas évident. Hein. Parce qu'il ne fallait pas lâcher l'assiette. Hein. Parce que si vous lâchez l'assiette, hein, vous avez un gros machin au fond du tian, ce qu'on appelle le tian où il y a le vernis, qui vous broie la main aussi bien que l'assiette. Hein. Le soir, je ne pouvais plus fermer ma main. J'étais pleine d'ampoules. Parce que vous aviez une grosse pince comme ça. À 3 griffes. Vous mettiez l'assiette dedans et vous la trempez dans l'émail. Et vous tourniez comme ça. Alors vous pouvez croire que quand c'est tout le jour, quand tu as 15 ans et que tout le jour tu fais ça, mais le soir quand tu arrives, ta main, il fallait quand même aller travailler. Hein. On avait besoin de sous. Hein. Après, dans une machine à émailler, ça n'a plus été pareil. Mais après, quand certaines choses, comme toute la plâterie, c'est-à-dire la plâterie, c'était les plats, les saladiers, qu'est-ce qu'il y avait encore, les saucières, tout ça, c'était fait à la main. Le plus délicat, c'était l'encasetage, parce qu'il fallait faire attention de ne pas érafler, sinon, alors des fois, on faisait de petites retouches, parce qu'il y avait l'émail à côté, mais bon. On faisait l'émail, ensuite les décors, et ça repassait dans un autre four qui était aussi continu, des tunnels qui avaient 40 mètres de long.
Je suis rentrée en 1985. Alors, au départ, il y avait c'était des grosses émailleuses. Il n'y en avait qu'une. Puis après, quelques années après, ils en ont mis encore une. On portait les piles d'assiettes en biscuits. Et cette machine, elle tournait sans arrêt. Il y avait des griffes. Et on mettait les assiettes sur ces griffes. Il fallait, tout en tournant, il fallait les mettre d'aplomb. Et ça passait dans une cabine qui projetait les mailles dessus. Et après, quand c'était cuit et que c'était froid, ça passait au dépiautage. C'est-à-dire, on enlevait les petits bouts de panette qui restaient derrière l'assiette. Et il fallait enfiler ces assiettes, ça essayait de les érafler. Pour séparer. Voilà, pour séparer, parce que sinon les mailles auraient collé. Hein, voilà. C'est là que les femmes elles prenaient les outils en fer et qu'elles faisaient tomber tous les résidus qu'il y avait sur les assiettes d'émaillage ou de biscuits. Et ensuite, bon, c'était les femmes triaient, s'il y avait des défauts, on mettait de côté, s'il y a là, et puis c'était le premier choix, le second choix suivant. Mon travail consistait à mettre tous les émaux nouveaux au point. J'ai mis 2 ans, un peu plus de 2 ans pour créer la gamme proprement dit de produits qu'on avait, avec beaucoup de couleurs. Dans l'entreprise au total, avec l'autre usine qui fabriquait le biscuit, nous étions à peu près une centaine d'ouvriers. Parce qu'on fabriquait par milliers on fabriquait. Dans cette partie-là, on était environ entre 45 et 50 personnes. On avait beaucoup d'exportations, surtout pour les États-Unis, environ presque 100 000 pièces par semaine. On a fabriqué pour l'Allemagne des assiettes à fondu. Petit à petit, on avait réussi à avoir la première place au niveau national. Des semis entiers sur l'Allemagne, hein, sur l'Amérique aussi. On livrait l'Amérique en conteneur. Donc on avait les salons Maison et Objets et Francfort au printemps et en automne. Au départ, on était plus axé sur l'Allemagne, mais quand il y a eu la réunification de l'Allemagne, le marché s'est fermé pour nous avec la RDA et la RFA qui se sont réunifiés. Et on s'est tourné vers d'autres marchés et ça a été le marché américain. Ils disaient toujours qu'on faisait trop de rebut. Le rebut, c'est des assiettes qui sont plus vendables en premier choix. Et j'ai dit, Jeannot, il vient, il me dit, mais Viviane, comment ça se fait qu'il y a tant de rebuts? Mais j'ai dit, parce qu'elles ne sont pas belles, on ne peut pas les mettre. Allez, faites passer. On en fait passer. Et vous avez vu où on est arrivé. Ensuite, petit à petit, ça battait de l'aile. Même fait. Il y a un peu eu du laisser aller, je pense. Il a commencé à arriver des productions de Chine qui étaient moins chères. Finalement, le grand patron des 2 usines, qui s'appelait Delprêtre, il a commencé à dire c'est plus rentable s'il y a là. Donc il a dit un jour, on ferme les 2 usines. En 2009, 5 salariés, dont Denis Foubert, ex-contremaître, rachètent la faïencerie sous forme de scope, la faïencerie de Varage en Provence. Le biscuit arrivait du Portugal. Il ne faisait plus que l'émaillage. Voilà, il ne faisait plus que l'émaillage. Il recevait le biscuit, c'est-à-dire l'assiette ou le bol, déjà tout. Et puis eux, ils mettaient les couleurs qu'ils voulaient. Tous nos émaux sont fabriqués à l'usine, sur place. Et après, tout est émaillé dans l'usine aussi, cuit, décoré si besoin quand on nous demande des personnalisations d'assiettes, et l'emballage et l'expédition et la vente. En 2025, une liquidation judiciaire est déclarée, mais la structure a été reprise par un collectif de 4 entreprises et une association. À côté de la SCOP, la faïencerie de la Belle Époque perpétue l'art du décor fait main en plein village. À Varage, chaque pièce façonnée raconte une histoire. Celle d'un village où l'argile devient art,
où la main prolonge la mémoire. Depuis des siècles, la flamme de la faïencerie y brûle, patiemment entretenue par les gestes transmis, les regards attentifs et la passion des artisans.